Ne la manquez pas, ne la manquez pas, ne la manquez pas. Alors on essaie. 1, 2, 1, 2. Salut, je suis Joël Humaya, chanteur du groupe Zéclair. Vous êtes sur CPAM depuis Montréal, Québec. Québec, Québec, yo. Alright, alright. Salut tout le monde, ciao, ciao. Exactement 13h. Les enfants, le travail, les transports, on court, on se bouscule, on se salit, on s'insulte. Arrêtez tout. Le samedi vous fait grâce. Musique, littérature, sport, cinéma, analyse et commentaires, l'information sous toutes ses coutures, avec Jean-Ernest Pierre et son équipe, tout à meilleur goût le samedi. Grâce matinée, votre petit plaisir du week-end. – 13h38. Oui, on a avec nous, comme annoncé ce matin, le professeur Michel Soukar, journaliste également. Professeur, comment ça va? Allô, monsieur Soukar, comment ça va? Vous m'entendez bien? Ça va bien? Oui, je vous entends très bien là maintenant. Ah ben d'accord, mais on peut dire qu'on lutte. Comme on dit, on lutte, on résiste, on fait ce qu'on peut. Est-ce que vous êtes en lutte véritablement, vous? La vie est une lutte, au départ. Oui. Maintenant, quand on est haïtien et qu'on vit en Haïti et qu'on ne lutte pas, on peut mourir tout de suite. Oui. Mais il y a toutes sortes de luttes. Il y a une lutte au quotidien. C'est le quotidien des Haïtiens de lutter. Mais de parler de révolution, c'est autre chose. Hein? C'est une autre lutte, là. Comment vous dites? Vous n'avez jamais entendu lancer de mot d'ordre de révolution parce que je sais ce que c'est. Je sais ce que cela exige. Donc, ce qui veut dire que moi, je ne me lance pas de ce genre de propos. Et je suppose que ceux qui lancent ces propos, comme on dit, ils peuvent ramasser ce qu'ils sèment. Oui, hein? Mais maintenant, il doit se passer quelque chose parce que le statu quo n'est pas une option non plus pour Haïti. Vous savez, ce qui se passe en Haïti depuis de longues années, c'est que les démagogues se sont évertués à épuiser l'énergie du peuple haïtien. Mm-hmm. Ils se sont évertués à briser tout, à gaspiller tout le temps qui aurait été aussi nécessaire pour qu'ils s'organisent. Ils l'ont mené dans des combats pratiquement au lendemain catastrophique. Et tout ceci pour régler leurs propres affaires et les affaires de leur clan. Pendant de longues années, ça fait plus de je ne sais plus combien de temps, au minimum 60 ans, ils ont exploité, abusé la revendication légitime de ce peuple. Et à ce moment-là, ce peuple se retrouve aujourd'hui avec des rêves assassinés, avec une énergie gaspillée, avec un temps perdu, et il se retrouve désespéré, dispersé, ce qu'on appelle exactement un gaspillage de courage. Voici le bilan que l'on peut dresser de pratiquement ce qui s'est passé dans ce pays, particulièrement et bien avant, mais particulièrement depuis 1986. Donc aujourd'hui, vous avez encore une autre catastrophe, c'est cette immigration massive qui est à la fois, je dirais, légale et sauvage, clandestine, avec tous les risques que cela suppose, qui voit encore une fois, après différentes vagues de départ, qui voit encore une fois ce pays se vider de son sang. Et je parle en général de tous ces jeunes en âge de travailler, de tous ces cerveaux que ce pays a forgés avec ses propres moyens, de quelle que soit la manière,
Et je peux vous dire, à titre d'exemple, que de la mi-octobre à la mi-novembre, j'ai eu à faire 3 voyages aux États-Unis pour des conférences, Atlanta, Orlando et autres. Et à chaque fois que l'avion quittait Port-au-Prince, sur 100 passagers, eh bien, les 3 quarts, c'était des gens qui partaient dans le cadre du programme Biden. Mhm. Donc cela veut dire que même quand ce pays aurait à démarrer, à repartir, inévitablement, nous allons faire appel à un manque cruel de ressources. Uniquement dans le cadre du programme Biden, je ne parle pas du départ vers le Chili, vers le Brésil, vers le Panama, vers le Nicaragua, vers la République dominicaine, vers le Canada. Uniquement avec le programme Biden, il y a plus de 100 000 Haïtiens en un an qui ont déjà quitté le pays. Bon, alors, quand on comprend un peu la politique américaine, surtout la politique immédiate, là, il y a une campagne électorale pour 2024, et puis l'immigration est au cœur de cette campagne. L'immigration, c'est joue contre le pouvoir actuel de Joe Biden, et malgré tout, Joe Biden met ce programme-là qui fait en sorte que des Haïtiens quittent Haïti vraiment en très grand nombre. Est-ce qu'il n'y a pas plus qu'une aide qu'on veuille donner à Haïti? Est-ce que les États-Unis n'ont pas un plan que les Haïtiens ne connaissent pas? Vous savez, les grandes puissances n'ont jamais aidé personne. Ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est que chacun défend ses intérêts à partir de moyens, de méthodes qu'il a choisis. En politique et des relations d'État à État, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de haine, il n'y a que des intérêts. Certainement, si les Américains, si l'administration Biden a conçu et mis en application ce programme, c'est uniquement pour défendre les intérêts des États-Unis dans une optique bien déterminée. Maintenant, donc, profitant de la misère, du désespoir, de la terreur que font régner les gangs armés à partir du marché américain, en passant par nos douanes qui sont carrément des passoires, nos côtes qui sont carrément des passoires, et en passant par la République dominicaine, eh bien, ils en profitent. Donc, c'est ça la réalité. Il n'y a pas d'aide. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Ça veut dire que les Haïtiens de l'intérieur devraient faire quelque chose parce que vous avez un problème aussi à l'interne. Quelqu'un qui est au pouvoir, aux commandes d'Haïti, mais qui ne contrôle absolument rien, qui s'appelle le médecin, n'est-ce pas, qui ne fait absolument rien, Ariel Henry, et qui tient à rester au pouvoir, et il n'y a rien pour l'ébranler. Bon, les Haïtiens de l'intérieur font ce qu'ils peuvent. Et je me rappelle, il y avait une dame là, dans la diaspora haïtienne aux États-Unis, qui occupe, je crois, un poste de congresswoman en Floride. Il y a un an de ça, qui était arrivée toute heureuse, flambante de joie, en annonçant le programme Biden. Bon, c'était tout simplement, uniquement dans le cadre des intérêts des États-Unis. Pourtant, c'est une Américaine d'origine haïtienne. Maintenant, ici à l'intérieur, vous avez des réalités que je crois avoir décrites. Vous avez donc un peuple dont l'énergie a été pompée, le courage gaspillé, le temps perdu, tout ceci vilipendé par des politiciens à leur propre profit. Et maintenant, le problème qu'il y a, c'est qu'ils se retrouvent en quelque sorte presque décapités. Ce peuple à l'intérieur, non seulement il y a une foule de gens qui attendent que leur autorisation de rentrer aux États-Unis arrive, mais ils savent très bien que 11 millions de personnes ne pourront jamais partir. Maintenant, ceux qui restent
qu'espèrent-ils? Eh bien, ils espèrent l'émergence de nouvelles têtes, l'émergence de nouveaux leaderships. Mais cette fois, espérons-le, des leaderships qui ne seront pas démagogiques, qui ne seront pas populistes et qui tiendront un langage pragmatique, un comportement réaliste en tenant compte de cette situation dans laquelle se débat ce pays pour pouvoir, sans illusion, en ne promettant, comme disait l'autre, que de la sueur et du travail, pour essayer d'émerger, quoi. De sortir, de cesser de se noyer. Parce que, mon Dieu, comme disait l'autre, quand on veut sortir du trou, on doit s'arrêter de creuser. Mais pour ça, comme vous l'avez dit, il faut d'autres dirigeants. Parce que ce que nous avons là ne sont pas des dirigeants. C'est l'expression dernière de la décadence et de la faillite de l'État haïtien. Parce que ce que vous avez en Haïti, qui terrorise la population, c'est du banditisme d'État. Et je vais vous dire, pour un exemple très simple. Pas plus tard, il y a quelques jours, je parlais à quelqu'un qui avait été kidnappé et qui m'affirme avoir reconnu, parmi les gens habillés en policiers, qui tiraient sur la population lors du 7 février, avoir reconnu des bandits qui le gardaient dans la geôle où il était quand il était kidnappé. Il les a identifiés clairement. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous avez affaire à un gangstérisme d'État. Et c'est ce qui fait que, justement, que le problème de l'insécurité ne peut pas être résolu parce que les forces, les structures chargées d'assurer la sécurité de la population, ce sont ces forces et ces structures qui, justement, distillent l'insécurité dans tout le corps social, par tous les moyens. Donc, professeur, moi, si on s'en tient à ce qu'on a là, ça veut dire qu'il n'y a pas moyen de s'en sortir et peut-être que la seule façon de le faire, c'est de prôner quelque chose d'autre par rapport au dialogue qui n'aboutit jamais depuis au moins 3 ans qu'on parle de dialoguer. Et peut-être depuis tout le temps, depuis 1986, on parle de dialoguer, mais le dialogue reste toujours au point mort. Mais vous savez, il y a quelque chose quand même qu'il faut dire en plus. C'est que la culpabilité, elle est partagée. Disséquons un peu. Le flot d'armes, d'où vient-il? Des États-Unis. Oui. Ça, tout le monde le sait. Comment se fait-il qu'en 1908, les États-Unis pouvaient bloquer une cargaison d'armes qu'attendaient un Ténor-Firme et Ogonaïve, et aujourd'hui, les États-Unis ne peuvent pas bloquer les cargaisons d'armes qui envahissent le marché haïtien? Pourquoi? Parce que on va simplement me dire que ce sont des affaires sales, mais des affaires quand même. Mais c'est une évidence. À un point tel que le Mexique a fait un procès à l'État américain pour cela. Les armes qui sèment la mort, qui sèment le deuil, qui sèment l'insécurité en Haïti, comme d'autres pays d'Amérique centrale, d'Amérique latine, viennent des États-Unis. Autrement dit, professeur. C'est le commerce de la mort. Professeur. Ça, c'est les États-Unis. Je vais vous donner un autre exemple. Le président dominicain Abinader, qui dit qu'il a des soucis vis-à-vis d'Haïti et tout. Mais le groupe, le gang 400 Marozo, d'où viennent ces armes? De la République dominicaine. Et ça, n'importe quel rapport de police nationale d'Haïti le sait, que ces cargaisons d'armes passent par le lac Azuï, passent par la frontière pour alimenter le gang. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrêtent pas ce trafic? Alors, parce que vous l'avez dit au début de l'entrevue, en politique, les relations entre États, mais voilà. C'est une question d'intérêt, n'est-ce pas? Et les intérêts des Américains resteront en faveur des Américains, toujours contre Haïti. Les intérêts des Dominicains resteront en faveur des Dominicains contre Haïti. Donc, autrement dit, il faut faire autrement pour trouver un moyen
de sortir le pays du piège dans lequel il est pris, non? Autrement, ça voudrait dire très clairement, il faut qu'il y ait une autre catégorie d'hommes politiques à assumer la direction d'Haïti. Maintenant, toute la question, c'est de savoir comment ces gens-là vont s'organiser pour prendre le pouvoir et de quelle façon prendre le pouvoir. Deuxièmement, il faut revoir les traditionnelles relations internationales de la République d'Haïti. Heureusement, aujourd'hui, le monde unipolaire s'érode peu à peu et qu'il y a d'autres perspectives. Il faut avoir le courage de regarder ailleurs. Et je ne parle pas précisément de la Russie ou même de la Chine. Non. Il y a d'autres pays qui sont capables de venir et d'investir en Haïti. Mais pour cela, il faut créer des conditions. Il faut mobiliser la population pour créer ces conditions, qui sont par exemple l'identification des individus, l'identification de la propriété, la sécurité, refaire la police, refaire l'armée. Il faut participer en brigade et tout ça, il faut embrigader les jeunes aussi, non seulement dans des campagnes de reboisement, il faut les embrigader, je dirais, dans des contrôles de naissance, parce que nous ne pouvons pas continuer éternellement à faire des enfants, parce qu'un père de famille, pour organiser son budget, il doit savoir quelle quantité d'argent il doit rentrer. Mais si chaque année, sa femme met au monde un autre enfant, il ne finira pas. Absolument. Autrement dit, j'ai entendu votre liste, professeur, et dans cette liste-là, il n'y a pas le Kenya toujours là-dedans. Là. Ça veut dire que vous ne croyez pas à la solution kenyane. Écoutez, le Kenya est un pays d'Afrique qui est considéré, et je n'apprends rien à personne, comme une espèce de dominion anglo-américain. Ils ne feront pas autre chose qu'obéir à ce que veulent les Américains. Mais ils ne le feront pas de n'importe quelle façon. Maintenant, quels sont les résultats du Kenya dans d'autres pays où ils ont participé à des forces d'intervention? Ces résultats ne sont pas brillants. Il faut bien l'admettre. Mais il y a une question aussi que nous devons nous poser, nous autres. Pourquoi un État enverrait ses citoyens mourir pour les Haïtiens? Pourquoi? Étant donné que nous parlons le langage des intérêts, c'est parce que, ou bien, c'est parce que certainement, il va tirer profit de cette opération. Mais de quel profit? L'argent que l'on va lui donner pour financer l'opération? Est-ce qu'il aura droit à un minimum de l'exploitation de certaines ressources d'Haïti? Si nous continuons à dire qu'il faut une intervention, je ne discute pas de cela, nous devons admettre que la personne ou les personnes qui viendraient, eh bien, c'est au nom d'intérêt. C'est pas parce qu'ils aiment les Haïtiens. C'est parce que il y a un profit là-dedans. Absolument. Mais professeur, lorsqu'on analyse, vous, ça fait au moins une trentaine d'années que vous analysez la situation. Vous connaissez l'histoire d'Haïti vraiment de la bonne manière. Vous connaissez cette histoire-là. Est-ce que c'est pas le temps de passer à autre chose pour aider véritablement le pays? Vous avez aidé à diffuser cette histoire d'Haïti à travers le monde. Est-ce que maintenant vous ne vous sentez pas concerné par la suite de l'histoire, mais autrement? Est-ce que je ne me sens pas concerné par la suite de l'histoire, mais autrement? Bon, si je comprends bien, vous vous demandez, j'essaie de traduire votre pensée. Vous êtes un bon traducteur. Est-ce que vous me demandez là d'assumer un rôle politique directement sur la scène politique? C'est exactement cela, professeur. Écoutez, je suis un citoyen haïtien. Toute ma vie, j'ai pris des engagements pour défendre mon pays. Et pour tout citoyen qui se situe dans un sillage patriotique,
il n'y a pas de limite à son engagement. Je pense avoir été clair. Oui, absolument. Donc, à ce moment-là, maintenant, pour ce citoyen, c'est à lui de se jauger. Parce qu'autant dit un engagement patriotique, il y a différents niveaux, il y a différentes manières. Mais je sais que je peux encore aller, je ne sais pas, beaucoup plus loin. J'ai joué ma vie, j'ai mis ma vie sur la table depuis longtemps. Il y a même des gens qui sont étonnés que je sois encore vivant. Mais tout est une question d'opportunité, tout est une question de moment, tout est une question de moyens, tout est une question d'équilibre de force, parce que je ne ferai jamais de politique aérie. Je ne me verrai jamais d'abord, je verrai mon pays d'abord. Parce que je n'ai des dettes qu'envers mon peuple. J'ai été élevé par 2 parents qui étaient de modestes employés de l'État haïtien. Ce sont leurs salaires qui viennent des taxes payées par le peuple haïtien qui a financé mon instruction. Donc j'ai de dettes qu'envers mon peuple. Je n'ai pas de dette envers qui d'autre. Donc maintenant, cette dette-là, je la paie à ma manière depuis longtemps et je sais que je n'ai pas fini de la payer. Ça, je suis clair là-dessus. Vous êtes, monsieur le professeur, comme une mangue mûre. Plus mûre que ça, là, vous risquez de pourrir. Alors, c'est peut-être le temps, professeur. Bon, vous savez, comme je vous l'ai dit, il y a des choses qu'on ne peut pas décider seul. Et là, je ne parle pas de famille rapprochée, non, c'est pas de ça que je parle. Vous, en tant qu'individu, vous pouvez être prêt. Mais est-ce que votre peuple est prêt? Parce que vous ne pouvez pas avancer seul. Est-ce que votre peuple est prêt? Parce que je crois dans ce qu'avait dit un révolutionnaire. Il faut aller en harmonie avec son peuple. À un point tel qu'il faut savoir entendre même l'herbe pousser. Je sais que mon peuple est en train de mûrir, mais en même temps aussi, je sais qu'il est attaqué de part et d'autre. À ce moment-là, je me dis une chose. Si on doit avoir un destin qui s'inscrit dans le destin de son peuple, il faut savoir guetter le moment où votre aptitude se marie à la capacité de votre propre peuple. Sinon, vous risquez, comme tant d'autres, de gaspiller votre courage. C'est là toute la difficulté dans un pays comme Haïti. Et en histoire, je regrette, c'est toujours ainsi, quand un événement se produit, qu'il réussit, c'est parce que les conditions objectives et subjectives étaient réunies. Individuellement, je ne suis pas. Mais est-ce que le pays, est-ce que le peuple est prêt? Quand je dis le peuple haïtien, ce n'est pas seulement celui qui habite à 27 et 754 km². Parce qu'un Haïtien, quand il voyage, en réalité, il ne laisse jamais Haïti. Quoi qu'il vous dise, c'est parce que simplement, il est en colère, il est déçu. C'est comme un homme qui était amoureux d'une femme, qu'il a déçu, une espèce de femme fatale. Il vous raconte un tas d'histoires, vous finirez par dire que cette femme, c'est fini, il n'en veut plus, mais ne vous en faites pas. Le jour où cette femme lui fera encore les yeux doux, je vous assure qu'il vous viendra dans ses bras. Absolument. Absolument. Et puis, professeur, à un moment donné, je pense que les gens de la diaspora qui vous écoutent comprennent le message. Et lorsqu'on regarde, on peut regarder à droite et à gauche, mais des hommes comme vous doivent à un moment donné s'impliquer beaucoup plus directement. Moi, j'ai d'autres collègues universitaires en Haïti à qui j'ai déjà dit, oui, à un moment donné, il faut arrêter de discourir, il faut passer à l'action, sinon, c'est les bandits qui vont occuper les premiers rangs, les premiers
poste en Haïti et puis malheureusement pour le peuple d'Haïti, n'est-ce pas? Ben, le problème qu'il y a, vous savez, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est pas qu'ils n'ont pas de rêve, c'est pas qu'ils n'aimeraient pas, non. Le problème, c'est que quand ils, disons, d'être sur la table d'équilibre des forces, ils se rendent compte qu'ils sont seuls. Ça veut dire qu'en face, il y a l'argent sale, la force d'argent, il y a les armes, il y a des gens qui tuent comme ils respirent. C'est-à-dire que vous, il y a des choses que vous ne ferez jamais, et il y a des moyens que vous n'avez pas. Et avoir de l'argent, l'énergie, le temps pour s'organiser, eh bien, il faut y mettre de la patience et de l'intelligence. Et c'est ce que les ennemis de ce pays ont toujours fait. Depuis plus de 30 ans, ils n'ont jamais laissé ce peuple en paix. Ils ont toujours déstabilisé sa vie pour l'épuiser, pour l'empêcher d'avoir le temps et l'énergie nécessaires pour s'organiser, pour défendre ses intérêts, pour réaliser ses rêves. C'est bien calculé. C'est bien calculé et c'est voulu. On parle d'instabilité, non. Ce sont des événements qui sont créés par les ennemis de ce peuple en passant, bien sûr, par ces vulgaires politiciens qui ne sont que des affairistes, qui ne pensent qu'à eux, qui sont engraissés, manipulés, entretenus, propulsés par ces forces-là, locales comme étrangères, pour pouvoir toujours entraîner ce peuple sur des chemins qui l'amènent inévitablement encore plus bas. Voilà. Je pense que vous l'avez dit, professeur, et je pense qu'on se reparlera pour savoir où et quand vous ferez l'appel directement, parce qu'à un moment donné, il faut passer à l'action, et je pense que vous aurez le soutien de la population haïtienne. Bon, je vous avais fait une promesse, hein. Je vous avais fait la promesse que le jour où je pourrais venir au Canada, mais vous serez le premier à le savoir, mais maintenant c'est fait. Voilà. On a une date. Bon, je n'ai pas de date, c'est à vous de décider. Oui, on vous appellera dans le privé. Il n'y a pas de problème, je suis à votre disposition. Absolument. Donc, je suis à votre disposition, on pourra toujours vous parler. Je salue votre public bien bas et je salue le travail remarquable que vous faites. Ça fait longtemps que je ne suis pas passé à votre radio. Et je parle physiquement. Absolument, oui. Ça me fera un plaisir, encore une fois, de vous visiter et de prendre une bonne tasse de café haïtien avec vous. Absolument. Michel Soukar, professeur et homme de radio, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous, Monsieur Soukar. Je vous dois cela. Merci. Je vous dois cela pour le travail que vous faites. Merci, au revoir. Je vous en prie. Au À revoir. la prochaine. À la prochaine, au revoir. Voilà, donc, voilà, on vient d'apprendre quelque chose, mesdames, messieurs. On va à la pause commerciale. On revient pour la suite dans un tout petit moment. Ça sera avec Franz Voltaire, Jean-Emmanuel Pierre et puis également, qui je vois, Tilou Jean-Paul. Restez là, mesdames, messieurs.